Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le système bancaire. C'est un petit peu la même chose qu'une des dernières vidéos que j'ai pu mettre sur la chaîne il n'y a pas longtemps sur le système de santé. Que en fait j'ai réactualisé, c'est-à-dire que j'avais fait une vieille vidéo auparavant, si je parle du système de santé, qui était plus réellement actuelle par rapport aux conditions qu'on a maintenant. Donc j'en avais fait une autre pour être plus précis sur ce qui se passe en ce moment par rapport au système de santé, plus particulièrement par rapport aux nouveaux immigrants et aux gens qui viennent de s'installer ici au Canada naturellement. Tu l'auras compris, aussi des démarches à entreprendre avant de venir ici pour avoir tout de suite, être tout de suite embarqué dans le système de santé. Bon, donc, si tu veux le savoir, je te renvoie à cette vidéo-là. Bref, on n'est pas là pour parler du système de santé, mais du système bancaire. J'avais fait une vieille vidéo, très vieille, c'était réellement au début de la chaîne, qui s'intitulait le système bancaire. Même chose, je me suis dit, il y a des petits détails, peut-être un petit peu moins que par rapport au système de santé, mais il y a des petits détails qui ont un petit peu changé. Donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est le moment de réactualiser cette vidéo, de faire un reboot, un remake de la vidéo. Et, euh, et puis en même temps, de toute façon, c'est toujours des informations qui ne sont pas perdues, qui sont bonnes à prendre quand on veut venir ici immigrer. C'est certain que si tu veux aller voir la vieille vidéo, bon, j'ai dû la mettre quelque part au montage, je vais peut-être mettre le lien dans la description, je le fais jamais quand je parle des vidéos, mais c'est vrai que je pourrais le faire finalement, pourquoi pas. Donc je vais mettre le lien, je vais le faire à partir de maintenant, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Si tu veux aller voir du old school, un peu les débuts de la chaîne, c'est ça, tu peux aller regarder par curiosité, c'est certain, mais tu n'auras pas plus d'informations que dans la vidéo que je vais donner là, que je vais faire là, que je vais donner là, que je vais faire maintenant, qui va être bien plus complète que, un petit peu plus, que cette vieille vidéo là, vidéo old school. Bon, tu le sais peut-être, je ne sais pas, mais quand on fait des vidéos YouTube, on en fait tellement qu'au fur et à mesure, on évolue un petit peu aussi. Bon, j'ai pas beaucoup d'argent malheureusement, en fait, j'ai pas vraiment voilà, de stock vidéo, de super caméra pour filmer, mais quand même, j'ai un petit peu évolué en ce sens-là, et t'évolues aussi dans la manière de faire des vidéos, c'est certain, à force de faire quelque chose, c'est comme le ski, à force de faire du ski, tu deviens de mieux en mieux, hein, t'es de plus en plus meilleur, hein. Donc voilà, bon, bah, c'est un peu pareil. Donc si tu veux aller la voir, tu peux la regarder, mais voilà, c'est pas tip top. C'est old school. Alors tout d'abord, pour ouvrir un compte bancaire, je te dirais que c'est un petit peu comme partout dans tous les pays, ça demande de toute façon des documents officiels. Tu ouvres toujours, tu ouvres pas un compte bancaire comme ça. Alors je vais te mettre un lien aussi dans la description du site du gouvernement du Canada qui donne grosso modo un petit peu toutes les pièces d'identité qui peuvent être demandées par institution financière. Ceci étant dit, chaque institution financière est différente l'une de l'autre, donc tu peux avoir peut-être plus de difficultés avec certaines pour ouvrir un compte bancaire, mais ça sera plus facile avec d'autres. Donc ça va être à toi peut-être à aller marchander ta banque et aller regarder où est-ce que tu veux aller. Ça peut avoir aussi un rapport avec, je te dirais, les taux de comment on appelle ça déjà, en tout cas les frais bancaires, c'est ça, les frais bancaires, frais de transaction. Ça, je vais en parler dans la suite de la vidéo, donc ça te donnera une idée. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu peux regarder avant d'aller te demander vers quelle institution bancaire tu vas te diriger. Tu vas sur le site internet de la banque, tu regardes c'est quoi à peu près leurs frais de transaction. Ça te donnera une idée si c'est plus ou moins avantageux peut-être pour toi. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire, si tu t'en vas faire un prêt hypothécaire ou si tu veux juste ouvrir un compte en banque basique. On est dans des sphères un peu différentes, ou un compte en banque basique pour éventuellement faire un prêt hypothécaire. En tout cas, tu vois, tu fais un petit peu ce que tu veux. Donc eux, ils donnent une liste comme ça, assez exhaustive, de plein de papiers que tu peux demander, qui peuvent te demander. Donc ça passe du passeport à ton numéro d'assurance sociale, à ton IMM 5688, là, ta résidence permanente, confirmation de résidence permanente, ton numéro d'assurance sociale, je l'ai déjà dit. Ça peut être, si tu es déjà au Canada, des factures, etc., etc. Ceci étant dit, même s'il y a tous ces papiers-là qui te sont demandés juste pour prouver ton identité, là c'est quand même assez intéressant. Tu peux ouvrir un compte en banque ici au Canada en n'étant pas au Canada, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Moi quand j'ai immigré, petite parenthèse, mais quand j'ai immigré en 2003, c'était beaucoup plus compliqué d'ouvrir un compte en banque ici au Canada. Il fallait absolument être au Canada ou être résident ici au Canada. Ça c'est plus le cas. Donc petite différence avec la vieille vidéo, on en est là. Ça c'est plus le cas. Tu peux ouvrir maintenant réellement un compte en banque sans même avoir foutu les pieds au Canada, c'est possible. Donc tu peux par exemple prendre de l'avance.
si tu veux venir immigrer ici. Je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, sont installés ici, c'est leurs parents qui sont ailleurs, dans un autre pays, qui ne veulent absolument pas vivre au Canada, mais qui décident, je vais te donner un exemple parmi tant d'autres, mais la personne est étudiante et les parents financent les études. Ils ont eux-mêmes ouvert un compte en banque avant que l'étudiant arrive pour que quand il arrive, il puisse tout de suite avoir un apport financier pour pouvoir un petit peu voilà, survivre les premiers jours. Et donc, ils ont été capables d'ouvrir un compte en banque à partir de leur pays d'origine. Donc ça, c'est possible. Je ne peux pas généraliser ça parce que ça fonctionne d'une institution bancaire à une autre, c'est complètement différent ce qu'ils vont pouvoir te demander. Ce n'est pas non plus toutes les institutions bancaires où tu as la possibilité d'ouvrir un compte en banque en n'étant pas au Canada. Donc c'est réellement à toi à t'informer. Les institutions bancaires qui existent ici au Canada, quelles sont-elles? Alors tu vas trouver la Banque nationale, la BMO, la Banque de Montréal, que je déconseille fortement. Ça a été ma première banque. J'en avais parlé dans l'autre vidéo d'ailleurs. Ça a été ma première banque et ça a été un fiasco total. J'ai détesté cette banque-là. Les frais de transaction étaient énormes. Quand je les appelais, j'avais du mal à avoir des renseignements. C'était vraiment compliqué. Pour un prêt, je te raconte même pas. C'est la croix et la bannière. J'ai vraiment pas aimé. Donc je leur fais de la mauvaise publicité. Voilà, parce que j'ai une mauvaise expérience. Bon, maintenant, peut-être que toi, tu as la BMO et que ça fonctionne bien. Si tu me regardes et que tu as déjà un compte bancaire, je ne le sais pas. Mais moi, j'ai une mauvaise expérience. Je ne la recommande pas. La RBC, donc Royal Bank, la CIBC, la TD Canada Trust, la Banque Scotia, la RBC, je l'ai déjà dit, et la Banque Laurentienne. Il me semble que j'en oublie pas, la Caisse des Jardins. C'est ma banque et je l'oublie. Bravo. La Caisse des Jardins qui d'ailleurs quand moi j'avais immigré en 2003, ça c'est une caisse. Ils appellent ça une caisse parce que c'est une formule un peu communautaire. Je sais plus comment ils expliquent ça exactement. J'ai oublié le terme honnêtement. Mais c'est ça, c'est comme on est fusionnel, puis on a comme une rétribution d'argent. Quand ils perçoivent trop d'argent, ils t'en donnent sur ton compte. C'est vraiment cool. Une sorte de corporation, c'est ça, c'est une sorte de corporation bancaire. C'est vraiment cool. Moi, j'étais à la Caisse des Jardins. En 2003, je voulais m'y inscrire, mais je ne pouvais pas parce qu'à l'époque, ils n'acceptaient pas les nouveaux immigrants, ce qui n'est plus le cas maintenant. En tant que nouveau immigrant, tu peux t'inscrire à la Caisse des Jardins. Je pense que même la Caisse des Jardins a un accord avec certaines banques françaises. Donc, tu peux même directement aller dans une des banques françaises. Je ne veux pas dire de bêtises, peut-être je le mettrai en montage quelque part, je ne sais pas si je vais trouver l'info, mais je me souviens en ayant fait une vieille vidéo et des recherches que en fait, elle est reliée à une banque française. Tu t'inscris dans cette banque française-là et tu peux ouvrir un compte directement au Canada en passant par cette banque-là parce que les deux banques sont reliées l'une à l'autre. Donc, tu vois qu'il y a plus de possibilités qu'en 2003 quand je suis arrivé. À l'heure actuelle, ils acceptent très facilement les immigrants. C'est une très bonne banque. Moi, j'y suis et je suis très heureux. Donc, je fais leur publicité. Je fais une mauvaise publicité à BMO, une bonne publicité à la Caisse des Jardins. Je ne sais pas si c'est bien de faire ça. Je sais pas. Mais voilà, j'ai une bonne expérience avec eux. Donc, ça se passe bien. C'est tout. Alors, comment fonctionne la base du système bancaire ici au Canada? Ce qui est quand même très intéressant, ce qui nous intéresse beaucoup. Je vais en parler donc plus en détail de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux frais de transaction. D'abord, tu vas ouvrir un compte en banque. Et quand tu vas avoir un compte en banque, tu vas tout de suite avoir un compte chèque. Ça, c'est ton premier compte que tu vas avoir. Et tu peux éventuellement l'allier à un compte épargne si tu le désires, mais ce n'est pas obligatoire. Compte épargne, tu as tout de suite compris ce que c'était. Tu vas avoir un taux d'intérêt un petit peu plus élevé qui fait que, évidemment, quand tu vas mettre de l'argent dessus, ça va travailler un petit peu plus et tu vas gagner un petit peu plus d'argent que si c'était sur un compte chèque avec aucun taux d'intérêt. Donc, le compte chèque, compte épargne, si tu en as envie. Compte chèque, on va s'attarder là-dessus. Ils vont t'ouvrir un compte chèque et te donner une carte Interac. C'est ce qu'on appelle une carte Interac. Une carte Interac, c'est une carte qui est directement reliée à ton compte et qui fait que tu peux aller n'importe où, au supermarché, peu importe, faire tes courses et payer directement avec cette carte-là. Alors ça ne fonctionne pas comme dans certains pays comme la France par exemple, ils fonctionnent avec des agios et ce genre de choses-là. Non, ici, si tu as un compte Interac, si tu n'as plus d'argent sur ton compte, ta carte, elle ne fonctionnera pas. Tu peux avoir un accord avec la banque qui fait qu'il y a des banques spéciales, qui fait que si tu as une sorte d'assurance, tu as dépassé le montant, la banque va t'avancer de l'argent, mais attention, ça va te coûter un max de pognon. En règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu utilises ta carte Interac, c'est vraiment l'argent que tu as sur ton compte qui compte. Okay? Sur ce compte
Interac, ce compte chèque, il va falloir justement, comme j'en parlais tout à l'heure, des frais de transaction et les frais bancaires. Donc ça, quand tu vas aller voir la banque, ils vont la regarder avec toi, par exemple, combien de transactions tu peux faire par semaine, par mois. Alors, tu vas essayer de regarder combien tu peux en faire. Et selon, les frais bancaires vont être plus importants si tu en fais plus, vont être moins importants si tu en fais moins. D'accord? Donc, si tu en fais beaucoup, tu vas avoir des frais bancaires réguliers par mois qui vont être ponctionnés directement sur ton compte. On va prendre un exemple, j'ai dit 15 transactions cette transaction, ok, 15 transactions par semaine, c'est un chiffre complètement au hasard. Donc 15 transactions par semaine, par exemple, ça c'est ton montant de transaction que tu peux faire au maximum. Tu as un frais bancaire sur ton compte qui va être à peu près de 10 dollars, on va dire 10 dollars et 50. Je me souviens, c'est à peu près ça que j'avais à la BMO, 10 dollars et 50. Donc chaque mois, de toute façon, quoi qu'il arrive, 10 dollars et 50 vont être pris de ton compte, ce qu'on appelle les frais bancaires. Frais de transaction, si jamais tu dépasses les 15 transactions, eh ben, la 16e transaction et les transactions d'après vont être facturées. Et à BMO, je me souviens que c'était 3,75 $ par transaction. C'est pas donné. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a un petit truc là-dessus que je vais donner après. Donc, c'est ça qu'il faut que tu regardes principalement avant d'ouvrir un compte en banque. Et c'est hyper important parce que tu veux aller justement marchander la meilleure banque que tu puisses avoir justement au niveau des frais bancaires, des frais de transaction, avoir les plus bas possibles. C'est un petit peu ça ton objectif, mais c'est souvent quand même relativement cher, il ne faut pas se le cacher. Après ça, au niveau de ta carte Interac, quand tu es au niveau des guichets, ça c'est assez intéressant. Si tu vas retirer de l'argent à un guichet, par exemple je suis à la Caisse des Jardins, je retire de l'argent à un guichet Caisse des Jardins, ça ne me coûtera rien, je veux juste retirer de l'argent. Mais si je retire à la BMO, ça va être un guichet BMO, par exemple Banque de Montréal, mais là je vais avoir des frais de transaction qui vont aussi m'être imputés sur mon compte en banque parce que j'ai retiré à un guichet qui n'est pas le guichet de ma banque. Okay, tu vas avoir des guichets qui s'appellent AT&T, je pense, de mémoire, je ne me souviens plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises. C'est des choses qui me reviennent en tête, si je ne les avais pas notées. Je me souviens plus. Mais en tout cas, ça, ce sont des guichets de transactions spécifiques que tu vas retrouver, par exemple, dans un dépanneur, qui n'appartient en général, ça appartient à un corpus de banque ou à une banque, ça dépend. Et des fois, c'est des sociétés privées. Et là, ça ne sera pas... il y en a des fois, ça appartient à des banques, ça peut être à la Caisse des Jardins, ça dépend, en fait, c'est du cas par cas. Donc, il faut vraiment que tu regardes s'il appartient à une banque ou pas. Et là, les frais de transaction sont encore plus importants. Donc, la plupart des gens vont utiliser ces guichets-là, par exemple, la nuit. Parce qu'ils n'ont accès à aucun guichet, les portes sont fermées, il y a des guichets qui ne sont pas 24 heures sur 24, ce qui est plus ou moins rare à l'heure actuelle. Donc, ils vont aller au dépanneur, je te dirais dépanneur du coin, et ils vont retirer au guichet. Tu peux aussi retirer de l'argent, ça c'est intéressant. Si jamais, par exemple, je vais au supermarché, je vais acheter ma bouffe et je peux demander à la caissière un 20 $ de plus. Si tu demandes un 20 $ de plus, tu vas avoir 20 $ de plus sur ta facture. Tu peux le prendre directement en cash et ça t'est retiré tout de suite de ton compte en banque. Donc tu vois, il y a plusieurs possibilités. Même chose au niveau de ton compte chèque, il va falloir que tu marchandes le plafonnage. C'est-à-dire qu'il y a un certain montant que tu vas pouvoir retirer par semaine et par mois de ton compte chèque. Okay, même, ça ne dépend pas du tout du montant d'argent que tu as sur ton compte en banque. Tu as 15 000 $ par exemple sur ton compte en banque, ça va bien pour toi. Et ben, tu vas quand même avoir une limite de retrait de 500 $ par exemple par mois, par semaine, pardon, et tu vas avoir peut-être 1500 $ de retrait maximum par semaine. Donc ça veut dire, c'est des chiffres au hasard, mais il faut que tu les regardes ces chiffres-là parce que par banque ça varie. Ça veut dire que, c'est pour donner des exemples, ça veut dire que si tu dépasses 500 $ par semaine, ben, tu ne pourras plus retirer d'argent sur ton compte en banque, même si tu en as. Alors tu vas pouvoir aller en retirer au guichet, directement aller voir le monsieur à l'intérieur de la banque ou la madame. On va pas être sexiste, mais au guichet automatique, ça va être mort, c'est fini. Donc ça aussi, il faut vraiment que tu le marchandes dans la banque et que tu fasses attention par rapport à ça, c'est très important. Après ça, tu vas avoir le système des cartes de crédit. Alors le système des cartes de crédit, c'est très important. C'est vraiment différent. Moi, par exemple, je suis français, donc je vais prendre mon exemple. Nous, on avait le système des cartes bleues, etc. Ça fonctionne vraiment pas pareil. Ici, tu le vois, tout est comme dissocié. Une carte bleue en France, c'est ta carte de crédit et c'est en même temps ta carte. Et comme je le disais, je parlais des frais d'agio, etc. Tu peux dépasser le montant que tu as sur ton compte en banque et c'est en relation directement avec un accord avec la banque, etc. Tu le sais à peu près en général. Tu as découvert, comme on dit. Ici, tu vois, ça fonctionne pas pareil.
Ça ne fonctionne pas de la même manière, tout est dissocié. Donc carte de crédit, ça c'est autre chose. Une carte de crédit, ça va être une carte qu'ils vont te donner avec un montant fixé qui n'est pas à toi. Donc tu vas avoir par exemple une carte Visa ou Mastercard, hein, peu importe, d'un montant, on va dire, de 9000 $. En général, ils commencent dans les petites cartes, c'est 1000, 1500. Ils te le montrent rapidement à 4500 jusqu'à 9000, 9500. Ça, je vais t'en parler plus en détail. Donc voilà, donc 9500 $, on va dire ta carte de crédit. Ça, c'est de l'argent qui n'est pas à toi. C'est de l'argent que tu peux utiliser. Tu as des taux d'intérêt qui sont un petit peu plus élevés. Mais ces taux d'intérêt-là, tu ne les payes pas si, par exemple, tous les mois, tu as un montant déterminé à payer, prédéterminé à payer sur ta carte de crédit. D'accord? Alors, il y a des avantages et des désavantages là-dessus. C'est que, évidemment, les cartes de crédit, ce qu'ils veulent, toi, c'est au maximum que tu t'endettes parce qu'ils font de l'argent sur les taux d'intérêt. Donc, si tu ne rembourses pas la totalité de ton solde, c'est là qu'ils vont faire de l'argent. Évidemment, tu as toujours cette petite partie que tu vas voir sur ton compte en banque que tu peux rembourser. Ils vont dire le minimum dû. Donc, tu peux rembourser cette partie-là sans avoir des taux d'intérêt qui vont embarquer dessus. Mais ce qu'ils veulent, c'est que tu augmentes cette capacité-là à ne pas rembourser pour que après le taux d'intérêt gonfle et qu'éventuellement, quand tu rembourses, ça te coûte vraiment beaucoup d'argent. C'est ça leur intérêt, ok? Donc, quand tu vas aller chercher une carte de crédit, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, en tant que nouvel immigrant, je te le conseille, je vais revenir là-dessus après, je te conseille de demander une carte de crédit tout de suite en arrivant, c'est très important. Donc, ils vont te donner une carte de crédit, je vais t'expliquer pourquoi après, de 1000 ou 1500 $, d'accord, au départ. Mais si jamais tu utilises ta carte de crédit, tu es quelqu'un comme moi, très discipliné, très sage, tu l'utilises, tu rembourses la totalité de l'argent que tu as utilisé pour acheter peu importe ce que tu voulais acheter. À ce moment-là, ça va être très rapide, tu vas voir, après quelques mois, ils vont tout de suite t'envoyer une lettre en disant hey, si ça t'intéresse, là, on augmente le crédit. De 1500, on va passer à 4000 ou 4500. Donc tu peux accepter et ça peut aller jusqu'à 50 000 hein, comme ça. Ça peut aller vraiment loin. Moi, ils m'ont proposé 50 000. Donc moi, je suis monté jusqu'à 9 000, 9 500. Parce qu'une carte de crédit, l'intérêt, et ils m'envoient des lettres et j'accepte plus à partir de là parce que 50 000 ça devient ridicule complètement. Si je te raconte pas, si tu fais voler ta carte, évidemment tu as des recours. Tu paieras pas, mais tu vas être dans l'embarras, on s'entend. C'est des grosses sommes d'argent, j'aime pas trop ça. Donc moi, 9 000, les taux d'intérêt sont plus importants. 9 000, 9 500 pour moi c'est le max. L'intérêt avec une carte de crédit, c'est que tu vas aller pouvoir acheter des choses que tu ne peux pas acheter avec ta carte Interac, on s'entend. Donc, des choses qui coûtent beaucoup plus cher, premièrement, de l'argent que tu peux avancer et que tu n'as pas sur ton compte chèque, deuxièmement, et aussi ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, le compte chèque t'est plafonné par semaine. La carte de crédit, il n'y a pas de plafond. Si tu veux dépenser 9 500 $, tu dépenses 9 500 $. Il n'y en a pas de souci. Donc c'est intéressant pour tout ce qui est gros achats, etc. Tu verras qu'il y a certains endroits d'ailleurs où tu dois faire quand même un achat, mais par exemple assez conséquent, où la carte Interac est juste pas acceptée. C'est uniquement en carte de crédit. Ils n'acceptent rien. Par exemple, si je veux aller louer un camion pour, ils appellent ça un camion, une fourgonnette, pour déménager, ils vont me demander une carte de crédit obligatoirement. Ils vont me demander une carte de crédit parce qu'ils vont prendre une caution sur cette carte de crédit-là. Mais ils ne prendront pas de caution sur une carte Interac. Ça n'existe pas. Donc tu as besoin de ta carte de crédit pour ça. Carte de crédit, c'est hyper important pour toutes ces situations-là. Deuxième chose, pourquoi c'est important, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour monter ta cote de crédit. C'est-à-dire qu'au Canada, ici, ils ont un historique de crédit par rapport à ce que tu as payé. Et c'est hyper important que tu montes ta cote de crédit. Donc, ta cote de crédit, tu la montes en prenant une carte de crédit et en allant faire avec des petits achats. Ok, tu n'es pas quelqu'un, on va dire, habitué à utiliser la carte de crédit, c'est pas ton argent, t'aimes pas ça, etc. Mais c'est hyper important que tu l'utilises de temps en temps parce que tu vas monter ta cote de crédit de cette manière-là. Et si tu montes ta cote de crédit, donc par exemple, quelques mois après, ils vont t'envoyer en disant ah, t'es un super bon payeur, veux-tu monter ta carte de crédit à 4 000, 4 500 $, comme je disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vas aller voir une banque parce que tu veux acheter une maison, tu vas aller voir un concessionnaire parce que tu veux acheter une voiture, ils vont aller regarder ta cote de crédit. Donc, ils vont aller regarder si tu es quelqu'un qui rembourse bien, d'accord? Et à partir de là, tu vas avoir plus de facilité à aller chercher un prêt parce que tu vas avoir fait tes preuves au niveau de ton historique de crédit. Ton historique de crédit comprend ta carte de crédit, mais pas que. Ça comprend aussi toutes tes factures. Hein. Donc ça veut dire Hydro-Québec, par exemple, pour l'électricité, etc. Ils vont tout regarder ça si tu payes tout ça dans les temps. Mais ce qui augmente de manière plus exponentielle, c'est vraiment ta carte de crédit. Très intéressant d'avoir une carte de crédit pour ça, d'accord? Surtout si tu as des projets par la suite
où tu veux faire un petit peu plus dans ta vie, etc. etc. Carte de crédit, hyper intéressante, je sais plus ce que je voulais dire. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire, car c'est la magie du montage. Je coupe tout le temps, hein, tu as dû le remarquer. Donc, carte de crédit, pourquoi c'est hyper intéressant? En fait, comment est-ce que moi je l'utilise? Et c'est pas une de mes idées, c'est une idée de ma compagne qui avait eu cette idée-là. J'étais un peu hermétique au début, et finalement je l'ai mis en place, et maintenant je suis hyper habitué avec ça. Moi, je ne paye que avec ma carte de crédit, ok? Donc, j'ai démarché ma banque, la Caisse des Jardins, compte chèque. J'ai dit, ok, quelle transaction vous voulez, nombre de transactions dont je t'ai parlé tout à l'heure par semaine. J'ai dit le plus bas. Tu me donnes le plus bas, m'en fous. Moi, je pense que j'ai 7 transactions par semaine maximum. Frais bancaires les plus bas, tout au plus bas. Parce que je paye tout avec ma carte de crédit au complet. Donc, tout l'argent que je gagne va sur mon compte chèque, parce que ton compte chèque, c'est certain, c'est ce compte-là que tu utilises quand tu as un emploi. Quand tu as un emploi, ils vont te demander tes coordonnées bancaires, et la plupart du temps, je te dirais 90% des cas à l'heure actuelle, c'est directement en dépôt direct sur ton compte. Tu vas avoir un talon de paye quand tu bosses. La plupart d'ailleurs le font maintenant par informatique, tu le reçois par email. C'est une petite parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Et du coup, bah voilà, c'est directement sur ton compte chèque. Donc, tu gères l'argent que tu as sur ton compte chèque. À partir de là, moi j'utilise ma carte de crédit. Et ici, ça ne fonctionne pas au mois, ça fonctionne toutes les 2 semaines. D'accord? C'est les jeudis. On appelle ça les jeudis de la paye. Donc, toutes les 2 semaines, tous les jeudis, tu es payé. Ça dépend de ton entreprise, quand est-ce que ça tombe au niveau des payes. Mais toutes les 2 semaines, tu es payé. Ok? Donc, tu as 2 payes à peu près par mois. Des fois, tu en as 3, ça dépend des mois. Mais la plupart du temps, c'est 2 payes par mois. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que toutes les 2 semaines, je règle au complet ma carte de crédit. Donc, je paye tout avec ma carte de crédit. Je paye mes courses pour la bouffe, je paye tout avec ma carte de crédit. Mon garagiste, tout ce que tu peux imaginer, je le paye avec ma carte de crédit. Et toutes les 2 semaines, je vais sur mon compte, je fais une transaction entre mon compte chèque et mon compte, c'est une carte Visa, ma Visa, et je rembourse la totalité du solde de ma Visa. Bingo. Donc à partir de là, je fonctionne comme ça. C'est sûr qu'il faut que tu aies quand même une idée de combien tout te coûte, hein, clairement, hein, parce qu'on parle réellement de se budgéter là, à ce niveau-là. Hein. Donc tu n'as pas le droit nécessairement à l'erreur, mais quoique, c'est une carte de crédit. Si tu dépasses un petit peu, tu peux peut-être dépasser un petit peu moins la semaine d'après et essayer de rebondir. En plus, une carte de crédit, comme je t'ai dit, tu as le solde minimum à payer. Donc si tu arrives à en payer comme que je t'explique un petit peu le système que moi je fais. Si j'en paye les 3/4, je ne suis pas capable de payer la totalité, mais je vais avoir juste un quart pour mes 2 semaines d'après. Là, je vais réussir à payer la totalité. Je m'arrange comme ça. Après, au niveau des banques, nous, on a fait, donc j'ai terminé un petit peu le volet voilà, carte. Au niveau des banques, moi, la voiture, je l'ai achetée directement au concessionnaire. Je trouve que c'est très pratique. Eux, ils ont un crédit. Donc, j'ai fait affaire avec Crédit Toyota, c'est le nom. Donc Crédit Toyota, j'étais au concessionnaire, Crédit Toyota, etc. Le taux d'intérêt était quand même pas si mal. Le taux d'intérêt de la banque était approximativement le même. En plus, tu te fais pas chier, tu vas directement là-bas, pif paf pouf, tu signes les papiers, tu sors avec ta voiture tout de suite, tu as déjà ton crédit Toyota et c'est relié à ton compte en banque et il n'y a pas de souci, quoi. Tu vas payer ça directement au fur et à mesure. Donc c'est juste des papiers, tu prends évidemment tes papiers bancaires avec toi, hein. C'est les concessionnaires, c'est pas des voleurs à ce niveau-là, ils veulent être légaux. Donc tu vas avec tes papiers bancaires, tu remplis et c'est fait et merci, bonsoir. Tu as des taux d'intérêt évidemment, c'est des voitures que tu payes sur 4-5 ans en général, hein, grosso modo. Bon, c'est sûr, c'est là-dessus qu'ils font leur argent, les concessionnaires, on le sait clair, on le sait tout à fait comment ça fonctionne. Pour les prêts bancaires, ben, les prêts hypothécaires, comme la maison qu'on a achetée ici avec ma compagne, hein, on est 2 à la payer. Donc ça, j'ai démarché directement ma banque. On a trouvé un appartement, on a démarché la banque et ça s'est fait très très bien. C'est des choses qui se font très bien. On a tous les deux une cote de crédit qui est quand même assez intéressante. Donc des historiques bancaires, dont je parlais tout à l'heure, les historiques de crédit qui sont des très bons historiques. Donc il n'y a pas eu de souci, ils nous ont prêté. Et après ça, bon, bah, voilà, c'est pareil, tu discutes avec la banque pour savoir c'est quoi les taux. C'est des taux sur 5 ans la plupart du temps. J'en ai parlé sur une vidéo, je te renvoie à cette vidéo-là d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'en parle maintenant, j'ai déjà fait une vidéo. Acheter une maison, je te renvoie à cette vidéo. Bref, voilà, tu peux t'arranger du coup avec la banque. Moi, j'ai aussi à la Caisse des Jardins un financement accordé. Ils appellent ça comme ça. Donc ça veut dire que c'est une limite de crédit qui est liée à ma carte de crédit de 4 500 $. Donc, ça n'a rien à voir avec ma carte de crédit, c'est à côté. Pour donner un exemple, je l'ai utilisé à 2 reprises.
une fois au concessionnaire et j'ai arrêté d'aller chez le concessionnaire. J'ai fait une vidéo là-dessus, fais pas l'erreur, va pas chez le concessionnaire, c'est des voleurs. Les garagistes chez le concessionnaire, ça coûte super cher. Ne pas faire ça. Je l'ai fait malheureusement. Je suis passé par cette mauvaise expérience-là, donc parce que je connaissais personne. Mais j'étais allé chez le concessionnaire à un moment donné, changement de frein, les pneus et tout, ça m'a coûté mais vraiment cher. Un petit peu moins de 4500, donc j'ai mis ça sur accordé. Financement accordé, ça n'a pas été sur ma carte de crédit parce que je savais que c'était un montant d'argent que j'avais pas et que j'allais mettre du temps à rembourser. Le taux d'intérêt est très très bas sur ce financement-là de crédit qui est à côté. Donc ça m'a permis en fait de tranquillement le rembourser sur plusieurs mois sans faire monter ma carte de crédit avec des taux d'intérêt astronomiques et devoir payer quelque chose de quasiment 2 fois le prix à la fin, quoi. Donc c'était ridicule. Donc ça m'a servi à ça et ma conjointe s'est fait opérer des yeux, c'était très très cher. LASIK MD ici ça s'appelle. Tu peux te faire opérer des yeux pour avoir une correction des yeux et voir parfaitement bien alors que tu étais myope il y a quelques mois. Et ça coûte très cher, donc on a fait un financement aussi accordé. Financement accordé, moi c'est la Caisse des Jardins. Toutes les banques vont en proposer plus ou moins un, tu peux l'avoir. Ils ne me l'ont pas donné tout de suite, ils me l'ont donné quelques temps après parce que j'étais un bon client, encore une fois, je payais bien ma carte de crédit, etc. Et ils aiment ça, hein. Quand tu utilises ta carte de crédit, ils aiment ça. Moi, la Visa que j'ai, c'est une carte de crédit qui est reliée à ma banque, donc c'est sûr que c'est eux aussi qui font de l'argent, ils ont un accord avec Visa, donc c'est clair que voilà. Pour eux, c'était tout bénef et ils ont fini par me proposer ça. C'est des marges de crédit qui sont intéressantes parce que si jamais tu es dans l'embarras comme je l'ai été, tu ne l'es pas finalement. Tu peux encore rebondir sur tes pieds et voilà, trouver un système quand même assez sympathique pour pouvoir payer des choses qui sont peut-être essentielles dans ta vie de tous les jours. Pour le garagiste, je terminerai. Je pense que j'avais fait une vidéo, je ne me souviens plus laquelle. Mais ne va pas chez le concessionnaire, ne va pas chez le concessionnaire. Si tu achètes une voiture, tu achètes la voiture chez le concessionnaire, ça c'est parfait. C'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec la banque, mais je sais qu'avec Borghio, j'en avais parlé récemment, il me posait la question il y a 3-4 mois peut-être. Chez le concessionnaire, tu vas, tu achètes une voiture neuve, c'est parfait. Tu achètes une voiture d'occasion, c'est parfait. Parce qu'une voiture d'occasion, c'est un peu que le même système qu'une voiture neuve ici, ça vient obligatoirement avec une garantie. Donc tu vas avoir une garantie, la plupart du temps c'est 1 an, pièces et main d'œuvre. Donc tu sais que la voiture qu'ils vont te vendre, une voiture d'occasion, est quand même au top. C'est pas comme si tu achetais une voiture à un particulier. Donc, quand tu vas chez un concessionnaire, tu as comme une garantie en arrière qui te dit ok, c'est une voiture d'occasion, mais c'est une bonne occasion. Ok, c'est peut-être un petit peu plus cher que le particulier, mais ça vaut la peine si tu rentres pas dans des soucis mécaniques de longue date. Donc on s'entend là-dessus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après, le garage, parce qu'ils vont te dire, ouais, tu viens faire les changements d'huile chez nous, et puis là, ils te font le plan d'entretien de merde, hein, honnêtement, qui sert à rien. On vérifie tous les trucs de la voiture, on change des trucs un petit peu comme les États-Unis qui font la guerre dans des endroits de peur que ces pays-là leur fassent la guerre en prévention. Là, c'est la même chose, ils font des entretiens préventifs. Ils changent des pièces qui ne sont pas encore usées. Donc moi, je veux bien, mais ça te coûte vraiment, vraiment cher en bout de ligne. Donc, va sur c'est Facebook, sur Spotted, Facebook Spotted, je vais te mettre quelque part là-dessus. Il y en a un par quartier, tu vas là-dessus, c'est bon pour ton garagiste et c'est bon pour tout. Tu peux trouver n'importe quoi là-dessus, tu peux trouver un toiletteur, etc. Tu discutes directement avec les gens sur Spotted, par exemple, Pointe-aux-Trembles, hein, comme chez moi. Y a-t-il un toiletteur quand même relativement cool? Ils vont dire, ouais, lui, il est sympa, il est pas cher, etc. Joli service. Boum, tu peux aller voir. Garagiste, c'est la même chose. J'ai trouvé mon garagiste comme ça, je suis super heureux, il est pas cher et il est ultra compétent. Donc, c'était la fin de ma parenthèse. J'ai terminé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur le système bancaire. J'espère qu'elle t'aura informé sur pas mal de choses que tu ne savais peut-être pas. Bon, le point très positif, c'est que si jamais tu es à l'extérieur du Canada, et Dieu sait qu'il y a pas mal de monde à l'extérieur du Canada en ce moment qui aimerait ça, rentrer sur le territoire, mais qui ne peuvent pas à cause de la Covid-19, eh bien, a priori, tu peux quand même faire des efforts pour ouvrir un compte bancaire ici au Canada. C'est possible. Il faut aller les contacter, aller regarder leur site internet, les contacter et faire les démarches. Donc, mais c'est possible. Donc, il y a des possibilités. Tu peux t'informer là-dessus et je te souhaite bonne chance dans tes démarches si jamais c'est ton cas. Au niveau des chiffres de la Covid-19, je termine un petit peu là-dessus. Je ne parle pas des chiffres de la Covid-19, ça on s'en fout un peu, honnêtement, on les voit suffisamment à la télé. Mais les chiffres de l'immigration,
Bon, ça bouge pas vraiment. Et là, c'est ça, il parlait, hein, j'en avais parlé dans une des dernières vidéos Instagram, si tu as regardé, le quota d'immigration est très très bas. C'est lamentable. Le nombre de dossiers, par exemple, pour le portail Arima, si on prend la résidence permanente qui sont en attente, est hyper élevé, hein. C'est vraiment énorme, le nombre de chiffres et le nombre de personnes qui sont acceptées, qui ont été acceptées dans l'année. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Littéralement une goutte d'eau. C'est un petit caillou, quoi. Donc c'est très ridicule. C'est très ridicule. Mais on ne désespère pas, on continue à avancer, à aller de l'avant. Et c'est clair qu'à un moment donné, ça va débloquer, ils n'ont pas le choix. Justin Trudeau en a parlé il n'y a pas longtemps. Le Canada repose sur l'immigration, c'est un trou économique à l'heure actuelle sur l'ensemble du pays, pas uniquement que le Québec. Donc ils vont faire des efforts pour 2021, malheureusement 2020 ça finit mal. De toute façon, la crise du coronavirus, à un moment donné, ça va terminer, c'est sûr, ça n'a pas le choix. Il faut. Voilà, je terminerai là-dessus. Donc après, pour le reste, tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise. En tout cas, j'essaye au maximum d'être présent. Je suis très occupé en ce moment, donc j'ai un petit peu de mal, mais j'essaye. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao, bye. En ce moment, c'est le mois de novembre et il fait 25 degrés dehors. C'est n'importe quoi. Mais on se plaint pas, on se plaint pas.